Donc premier chapitre, on va commencer par faire un petit tour de l'électronique en fait, comment on est arrivé au processeur. Donc voilà, au départ, on va faire une toute petite histoire d'électricité. Première chose, l'humanité du coup, il y a eu plusieurs révolutions au niveau de l'humanité. Et du coup la première c'est vraiment la maîtrise du feu, hein, l'image stéréotypée de l'orage qui tombe sur l'arbre. Donc du coup avec la maîtrise du feu, nickel, on permet à l'homme de se protéger à lui, tout ça. Petit à petit aussi, maîtrise de l'eau. On vient modifier le cours des rivières, tout ça, ce qui permet de développer l'agriculture, de sédentariser l'humanité. Donc voilà, ça c'est la deuxième révolution majeure au niveau de l'humanité. Et la dernière révolution majeure, vous la voyez venir, l'électricité. Voilà. Et donc qui a énormément fait évoluer l'humanité, au sens où maintenant, notamment avec les communications et notamment avec l'énergie, l'ère industrielle et puis l'ère de communication, voilà, qui sont vraiment de grosses modifications d'un point de vue comportemental, si on prend l'humanité du niveau macroscopique. Bien évidemment, les évolutions, je suis bien d'accord, hein, je suis bien conscient que l'Aqualis, c'est pas l'évolution de Piroli. Je vous rappelle juste que moi j'étais là quand ça a été créé. Voilà. Rigolez pas. Donc au début, l'électricité, comment ça a été utilisé? Ça a été utilisé comme un vecteur d'énergie. Et j'allais dire principalement, mais en fait c'est uniquement comme vecteur d'énergie. D'accord? Pourquoi? Parce que l'électricité, en réalité, c'est pas si facile à stocker. D'accord? En fait, en général, quand on veut stocker l'électricité, comment on fait? Je sais pas si vous avez une petite idée. En énergie potentielle. Énergie potentielle, donc avec les barrages par exemple. Chimique, avec les piles et les batteries. Ok. Il y a éventuellement mécanique aussi avec les roues inertielles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Les volants inertiels, pardon. Enfin voilà. En gros, l'électricité, pour le stockage, c'est naze. Voilà. Pour la production, c'est naze. Pareil. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une énergie mécanique, souvent mécanique de rotation, qui va transformer ça en signal électrique alternatif. Donc, pour la production, c'est pas hyper utilisé. Pour le stockage, c'est nul. Pour la consommation, en réalité, on ne consomme pas tant d'électricité que ça sous forme électrique. Ce qu'on va avoir, c'est du chauffage. Ce qu'on va avoir, c'est de la consommation derrière remécanique pour la production, tout ça. La consommation électrique, en vrai, ça arrive dans les appareils numériques, quoi. Mais sinon, pas plus que ça. Et donc, à cette époque-là, l'électricité, c'est surtout utilisé comme vecteur d'énergie, parce que c'est une énergie, par contre, qui est facilement transportable. Okay. Vous tirez un long câble, il y a l'électricité qui passe. Okay. C'est beaucoup plus simple que de tirer un long aqueduc, ou un arbre de rotor qui ferait 3 km de long. C'est pas si facile. Donc du coup, différentes inventions éventuellement sont apparues. Donc la batterie, la machine à induction. Donc c'est la première machine à induction, mais elle n'a plus vraiment cette forme-là maintenant. On va dire ceux qu'on considère comme, un des potentiels parents de la machine à induction actuelle, ça va être Tesla. J'ai plus le nom du deuxième. Mais voilà pour vous donner l'ordre de grandeur. L'électricité aussi, je ne suis pas remonté très loin, mais en gros, ça a été découvert, les premiers phénomènes électriques, par Thalès, le même gars qui fait les triangles, donc en moins 600 en Grèce. Ça vient du fait qu'il a découvert l'électricité statique, ce phénomène-là particulier d'électricité. Grâce à quoi? Grâce à l'ambre, voilà, qui, en frottant, on a l'électricité statique qui apparaît. L'ambre, en grec, se dit électron. Voilà. D'où le nom électricité qui arrive. Je ne suis pas sûr de mon accent en grec ancien. Vous me pardonnez. Et donc de moins 600 à peu près 1600, l'électricité n'a pas été étudiée. Voilà, juste pour vous donner un ordre de grandeur. C'est à peu près au XVIIe siècle qu'on a recommencé vraiment à étudier les phénomènes électriques, jusqu'à arriver à peu près au XIXe sur les inventions électriques majeures. Pour vous donner un petit peu tout ça. Et puis là où on parle vraiment de vecteur d'énergie, c'est surtout les lignes de transmission avec les lignes haute tension qui vous voyez un petit peu dans le paysage naturel. Toutes les lignes un petit peu partout qui permettent de répartir, de ce qu'on appelle transporter puis distribuer l'énergie sur le territoire. Je ne vais pas dire national, je vais dire européen, parce que le réseau électrique européen est maillé. Donc ça, c'était la première étape de l'électricité, vraiment, c'est la partie énergie. Et puis la deuxième étape, c'est la partie plutôt information. Alors comment on fait pour transporter l'information? Eh bien déjà, première invention, c'est celle de Fleming, c'est le tube à vide. Le tube à vide, en gros l'équivalent de la diode.
Voilà, 2 électrodes, on laisse passer ou on laisse pas passer le courant. 2 ans après, la triode, avec 3 électrodes, à votre avis, servent à quoi ces 3 électrodes? Ou je peux vous poser la question autrement, est-ce que vous connaissez un composant qui a 3 broches? Transistor. Ok. Donc ça permet de faire quoi? Transistor, si vous me le résumez très rapidement. Un interrupteur, si vous me le résumez moins rapidement. On choisit si on laisse passer ou un interrupteur commandé. Plus nuancé que ça en fait. C'est la même chose qu'Octavien, mais plus nuancé que ça. Vous pouvez régler le débit d'électrons. C'est pas juste vous laissez tout passer, vous laissez rien passer. Vous pouvez régler ce débit-là. Ok. Vous avez sûrement vu d'ailleurs, j'imagine, les transistors cette année. Vous les avez vus en montage amplificateur. Vous ne les avez pas vus qu'en saturation. Okay. Donc en fait, vous pouvez régler le débit d'électrons. Vous voyez ça comme un robinet. Hein. Voilà. Vous avez le. Alors sur le MOSFET, c'est la grille. Sur le bipolaire, c'est la base. Et ben en fait, en fonction de la grille ou la base, ben, vous venez régler le courant d'électrons qui circule soit du drain vers la source, soit du collecteur vers l'émetteur. Okay. Et ben la triode, c'est ça. Et en fait, début du XXe siècle, surtout, ça marque en fait tout ça, toutes ces découvertes autour de l'électron, au sens électronique du terme, toutes ces découvertes autour de l'atome, et de sorte à ce qu'on puisse vraiment manipuler l'électron, de sorte à faire transiter une information et non plus une énergie. D'accord? Donc on vient régler finement la valeur d'électrons qu'on va laisser passer ou pas, et avec ça on va pouvoir faire passer du signal. Okay. Notamment là-dedans, le 5e congrès de Solvay, là, en 27, qui tourne autour justement des électrons. Là-dessus, là, il y a 29 participants, ils sont pas tous, enfin les 17, il y a 17 prix Nobel là-dessus, qui sont pas forcément tous prix Nobel au moment de la photo, mais en tout, voilà, si on prend jusqu'à leur décès, ils seront 17 sur 29 à avoir eu le prix Nobel. Donc il y a des têtes connues là-dedans, hein. Il y a Einstein, il y a Bohr, enfin bref, il y en a tout plein. Il y a Curie aussi, la seule femme présente, et la seule personne à avoir eu le prix Nobel dans 2 disciplines différentes. Donc voilà, pas mal. Et voilà, du coup, tout ça pour dire que début du XXe siècle, on arrive vraiment à venir contrôler l'électron. Okay. Je sais pas, pareil, s'il y a des musiciens dans la salle, notamment des guitaristes. Vous avez peut-être entendu parler d'ampli à lampe. Ouais. Ça vous parle? Ouais. Voilà. On va dire qu'il y a 2 religions chez les guitaristes. Ceux qui vont s'en foutre un petit peu. Voilà, et puis, non, enfin, c'est pas le vrai terme que je cherche. Mais je vais plutôt opposer ça aux puristes, voilà, les puristes ou les élitistes, qui veulent avoir un ampli à tube, parce que ça sonne vachement mieux. Donc en fait, c'est vraiment des tubes comme ça, hein, dans ce sens-là. Ça coûte plus cher, c'est plus cher à maintenir, mais le son est légèrement difformé dû aux impuretés, en fait, de linéarité de la triode, du tube. Et donc ce qui fait que ça donne un petit peu plus de richesse au son. Voilà. Et sinon, la classique, sur les amplis modernes, c'est du transistor. Alors, avant de venir au transistor, justement, on va parler d'un petit peu des tubes à vide. Donc on a l'ENIAC en 47, qui est le premier ordinateur entièrement électronique. Sous-entendu, aucune pièce mécanique rotative qui vient encoder, qui vient faire des opérations, tout comme ça. Donc premier ordinateur entièrement électronique, qui est maintenu par 6 développeuses, 6 mathématiciennes, au tout départ, et puis après l'équipe s'est un petit peu étoffée. Et si on prend les specs, on est à 100 000 additions par seconde, 357 multiplications par seconde, un certain nombre de divisions, 38 par seconde. Vous voyez déjà que en fonction de l'opération, ça ne prend pas le même nombre de temps. Okay. Ça, c'est vrai toujours sur les processeurs actuels. Voilà. On en reparlera un petit peu plus tard. Vous avez peut-être vu en C, par exemple, que c'est plus intéressant de faire une multiplication qu'une division. Voilà. Donc ça peut être plus efficace, par exemple, de faire une multiplication par 0,5 qu'une division par 2. 116 heures, qui est le plus long temps de fonctionnement sans défaut, voilà. Ce qui est légèrement au-dessus d'un serveur Riot. Mais du coup, en fait, pourquoi tout ça? Eh bien parce qu'en fait, les tubes, ils sont hyper fragiles. Okay, et des tubes à maintenir, il n'y en a pas loin de 18 000. Donc un tube, quand ça claque, il faut arriver à retrouver c'est lequel, parmi les 18 000, qui a claqué. Alors je ne sais pas comment ils débrouillent, déjà je pense que c'est à peu près clusterisé par secteur, et ce qui fait qu'ils vont arriver à retrouver relativement rapidement. Mais je ne suis pas sûr que tu aies un voyant pour chaque.
pareil, pour vous rendre compte un petit peu de la complexité de la chose, donc 7200 diodes, on est à peu près à 80 000 composants passifs, et surtout, à la main, 5 millions de soudures. Il y a du plomb dans les poumons, là. Ah, il y a du plomb dans les poumons, là. Je suis pas sûr qu'en plus c'est une pièce qui soit relativement aérée. Ici, il y a de... C'est pas les lampes en haut. Peut-être des lampes au radium à l'époque. 160 mètres cubes, non mètres carrés, pardon, au sol, surface au sol, 30 tonnes, 150 kW. Voilà. Ça pompe, hein. Ça pompe un peu. Hein. Pour vous rendre compte, il y a une de PC maintenant, on est quoi, 500 watts 700 watts peut-être 700 ouais. Moi, je suis encore un peu à l'ancienne. Je suis qu'à 600. Je pensais que j'étais haut de gamme, mais non. Voilà, mais en tout cas voilà, belle baraque. Et donc, ça c'est en... Je vous ai dit 47, pardon, c'est 45. 45. Et pourquoi j'ai pensé à 47? Parce que le transistor bipolaire, justement, il apparaît en 47 dans les laboratoires Bells, donc avec Bardeen, Shockley et Brattain, qui sont tous les trois ici, qui ont le prix Nobel, du coup, à peu près 10 ans plus tard, pour ce transistor bipolaire. Voilà. J'ai mis Bardeen avec un petit 2 parce qu'en fait il y a eu 2 prix Nobel. Je crois que le deuxième c'est notamment pour les circuits intégrés. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Et tous les ans j'ai un doute, ce serait bien que je vérifie quand même au moins une fois. Donc voilà, transistor bipolaire. On a eu le transistor MOS en 1960. Ok. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez la différence un petit peu vite fait entre le bipolaire et le MOS? Déjà MOS, vous voyez? Ouais. Métal oxyde semi-conducteur. Métal oxyde semi-conducteur, ok. C'est parce que c'est lié à la structure. Hein. Vous avez le métal, donc ça c'est la grille. Vous avez un oxyde qui est un isolant. Et ensuite, vous avez le semi-conducteur. Okay. En gros, si je résume, le MOS, j'ai un schéma? Non, j'ai pas de schéma. Moi, je reprendrai ça plus tard. Donc le MOSFET, donc souvent c'est métal oxyde semi-conducteur, field effect transistor, donc transistor à effet de champ. Vous l'avez peut-être vu sous ce nom-là d'ailleurs en français. Lui, il va être commandé en tension. Je vais imposer une tension sur la grille et ça va attirer plus ou moins de conducteurs, alors c'est pas conducteurs, de porteurs, le long du canal et ça va faire circuler le courant. Le transistor bipolaire, normalement vous connaissez une relation sur le transistor bipolaire. IC égale bêta IB. Donc le courant qui circule dans le collecteur est directement lié au courant de la base. Okay, et vous venez moduler le courant au final grâce au courant que vous injectez dans la base. La différence est là. Vous avez un interrupteur commandé en courant, j'injecte du courant dans la base, bipolaire, ou vous avez un interrupteur commandé en tension. Vous venez appliquer une tension au niveau de la grille et vous laissez passer plus ou moins de courant. Ok. Je voulais revoir très vite fait avec vous. Vous allez comprendre, moi l'objectif c'est pas qu'on comprenne le transistor, mais avoir juste des petits réflexes, on prend un petit peu de recul sur ce que vous avez vu, ça permet de comparer rapidement. Et donc, on a aussi les circuits intégrés qui arrivent à peu près, un petit peu avant le transistor MOS d'ailleurs. L'idée du circuit intégré, vous le comprenez, c'est qu'on intègre tout dans un seul circuit. Ce qu'on appelle vulgairement une puce, ce qu'on appelle parfois chip, ce qu'on appelle CI en français ou IC en anglais. Et ça, du coup, 1958, TI, et puis il y avait Motorola aussi qui était pas loin d'avoir fait la même chose. Eux, ils avaient fait 2 circuits intégrés dans la même puce en fait. Enfin, deux die, on en reparlera, de silicium dans la même puce. Et puis TI avait tout mis sur un seul die. Voilà. C'est ok? Donc voilà, tout ça, c'est toutes les petites évolutions qui ont permis d'arriver jusqu'à l'électronique actuelle, moderne. Okay, donc en gros, en électronique, pas de grande révolution depuis les années 50. Okay. Ce qui a été révolutionné, ça va être les procédés de fabrication, mais les composants en soi n'ont pas changé depuis les années 50. Maintenant, si je parle d'électronique, d'électronique, il y a 2 disciplines. Il y a l'analogique et le numérique. Okay. Si je recule un petit peu et que je prends le génie électrique, il va y avoir l'électrotechnique, qui va plutôt être la science de l'électricité pour la puissance, et électronique, qui va être plutôt la science de l'électricité pour le signal. Okay. On aime bien classer les choses, hein, c'est carré carré chez nous. Et donc, voilà, on a l'électronique analogique, l'électronique numérique. Moi, forcément, je vais vous parler beaucoup plus d'électronique numérique, même si pas en tant que tel, hein, au final, le processeur, c'est une discipline du numérique, mais je pense que vous avez déjà vu les circuits logiques. Vous avez dû faire, hein, tout ça. Je suis pas hyper au courant de votre programme, désolé. Mais voilà, vous avez vu ça, donc ça devrait aller.
L'électronique analogique, qu'on soit d'accord sur les termes du coup. L'idée, c'est d'étudier les signaux qui vont évoluer de façon continue, que ce soit en termes de grandeur, d'amplitude vulgairement, ou que ce soit en termes temporels. Ça veut dire que vous avez un échantillon qui existe à n'importe quel moment, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Typiquement, la température. La température, elle existe tout le temps. Okay, elle n'existe pas qu'à un certain moment. Et puis, si je prends un thermomètre à mercure, par exemple, il peut être à n'importe quelle valeur. Voilà, je peux mesurer ça avec un microscope. Et à mon outil de mesure près, il peut prendre n'importe quelle valeur. Okay. Donc là-dessus, on est OK. L'inconvénient de ça, enfin l'avantage, on va dire, c'est que le monde physique, c'est l'analogique. Okay. L'inconvénient, c'est que, en fait, c'est facile de rajouter du bruit sur un signal, et donc c'est plus difficile d'extraire la partie utile, l'information utile de ce signal. Okay. Mais traditionnellement, en fait, c'est la première électronique qui est apparue parce que la plus facile. La plus facile, pourquoi ? Parce que, encore une fois, elle est directement liée à la physique. C'était facile de convertir un phénomène physique en phénomène électrique. C'est le principe du capteur de base. Transformer un phénomène physique en phénomène électrique. Après, je ne sais pas si vous avez vu ça encore, il y a toute la partie conditionnement. Filtrage, amplification, choses comme ça. Donc filtrage, amplification, vous avez vu ça, mais je ne sais pas si vous avez vu le terme conditionneur. Donc le terme conditionneur, c'est rendre le signal électrique, brut, en sortie du capteur, facilement exploitable par la suite de votre chaîne. Donc le conditionneur, il est là. Donc du coup, à quoi ça sert l'analogique? Quels sont les domaines d'application actuels? On va voir justement tout ce qui est instrumentation, tout ce qui est mesure. Pour la partie stockage et conversion d'électricité, on va s'en servir. Je ne sais pas si certains connaissent un petit peu les hacheurs, par exemple. On va avoir des composants à l'intérieur, des condensateurs, des bobines qui vont permettre de stocker temporairement l'énergie électrique. Les télécoms, pour l'instant, la plupart des communications sont sur canal analogique, même si on peut envoyer des données numériques sur ce canal analogique. Voilà. Là, il y a une petite partie hybride à l'intérieur de ça. Et puis voilà, sur la conception de PCB, tout ça, il peut y avoir pas mal de choses qui traitent encore de l'analogique. Et puis il y a des marchés de niche aussi, une fois de temps en temps, qui apparaissent. Je vais revenir un petit peu sur l'électronique audio, où là, encore une fois, il peut y avoir des puristes qui vont considérer qu'on va mettre le moins de numérique possible dans la chaîne d'amplification, en fait. Tout ça pour éviter de distordre le signal, le son qui sort de l'instrument jusqu'au haut-parleur. Voilà. Les composants, en vrai, il y en a 5. Il n'y a pas plus que ça à savoir sur l'électronique analogique. Donc la résistance, vous savez, ça permet de limiter le courant ou de polariser les composants. Okay. Le condensateur, ça permet de faire quoi, très rapidement? Pardon? Une charge de tension? Ça permet de stocker temporairement la tension. Filtrer. Ouais. Et en fait, pas linéariser, lisser. Voilà. Effectivement, souvent, on va en parler en mode, ça permet de lisser la tension. Vous avez sûrement entendu parler de condensateurs de découplage. Voilà. Alors, ils sont là pour filtrer, sauf que c'est pas intuitif parce que vous connaissez un filtre à base de condensateur. C'est le RC. Okay. Mais il n'y a pas de R dans un condensateur de découpage. J'ai que le condensateur. Okay. Donc, c'est un filtre quand même. Mais souvent, voilà. Si je généralise, on va dire que le condensateur permet de lisser la tension. Okay. On a l'inductance. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, l'inductance? Pardon? Stocker du courant, ouais. Filtrer et donc lisser le courant. Voilà. C'est pour ça que sur les cartes mères de PC, par exemple, vous allez avoir beaucoup de condensateurs qui vont permettre de lisser la tension et beaucoup d'inductance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des forts appels de courant. Voilà. Sur des circuits où vous n'avez pas forcément beaucoup d'appels de courant, on va juste chercher à lisser la tension, par exemple. Mais s'il y a un fort appel de courant possible, typiquement, il y a un moteur que vous pouvez allumer d'un coup, souvent on va aussi mettre des inductances pour pouvoir lisser cet appel de courant. Okay. Et comment ça lisse le courant pour la bobine ou comment ça lisse la tension pour le condensateur? Au final, c'est parce qu'effectivement, il y a un stockage momentané d'énergie électromagnétique, par exemple, pour l'inductance, et de charge électrique, de champ électrique pour le condensateur. La diode, ça sert à quoi? Plein de trucs, mais si je fais au plus simple, vous l'avez vu pour une caractéristique principale. Pardon? Enfin, c'est anti-retour. Ouais, anti-retour, ouais. Ça ne laisse passer le courant que dans un seul sens. D'accord? Je parle de la diode au sens large, je parle pas des Schottky, je parle pas des Zener, tout ça, qui peuvent avoir d'autres
caractéristiques, mais globalement, elles servent à laisser passer le courant dans un seul sens. Et puis le transistor, on l'a vu, si je résume, ça permet de contrôler la quantité de courant que vous voulez faire passer. D'accord? Alors derrière, avec ça, vous pouvez faire l'amplification, vous pouvez faire la saturation, donc je laisse ou je laisse rien passer. Voilà. Mais globalement, vous avez un petit peu les idées. Et donc avec l'analogique, on peut faire différents types de schémas. Les schémas, vous les avez ici. Le premier, c'est un amplificateur différentiel. Voilà. Donc, sachant que les AOP sont eux-mêmes faits à base de transistors et de résistance, en gros. Okay. Donc vous pouvez avoir voilà, un amplificateur différentiel, un amplificateur audio, une alimentation linéaire. Vous reconnaissez tous les composants ici? Transformateur. Fusible. Fusible, ouais, vous faites pas voir. Il y a un fil à l'intérieur, donc c'est un fusible. Pompe diode. Pompe diode. Ok, à quoi il sert le pompe diode? À quoi il sert le transformateur? Ça sert à hausser la tension. Ou Ou la diminuer. Ça sert à... vous avez une tension alternative en entrée, vous avez une autre tension alternative en sortie. Ou la même, hein, ça peut être la même. Mais en tout cas, en plus, il y a une partie qu'on appelle l'isolation galvanique. Le pompe diode, qu'on appelle aussi pompe Gretz, parfois. Ça sert à redresser. Ça sert à redresser. Donc vous avez votre signal, il est alternatif, donc avec une alternance positive et une alternance négative. Là, vous allez obtenir par période 2 alternances positives. Ok, et puis condensateur de filtrage. Pour lisser la tension. Okay. Et si je prends au-dessus, par exemple, on a une commande de relais. Le relais, vous voyez ce que c'est? Ouais. Ok. Du coup, comment ça marche, ça, ce circuit-là? C'est une partie où on a le contact à droite, et après on a la partie bobinage à gauche. Ouais. Et puis on a la diode de roue libre aussi, le borne du relais. Ok, t'anticipes mes questions. Donc effectivement, on a la bobine ici. La bobine, pour qu'elle vienne attirer le contact qui est ici, il faut l'alimenter. Okay, c'est ce qu'on appelle un électroaimant. Okay, donc je fais circuler du courant dans la bobine, ça devient un électroaimant, ça va attirer la lamelle. Comment je fais circuler du courant dans la bobine? En activant le transistor. Ok, donc j'active le transistor, il y a du courant qui circule dans la bobine, la lamelle, elle vient se coller au plus proche de la bobine. J'arrête de faire circuler le courant, qu'est-ce qui se passe? La lamelle, s'il y a un ressort en général, elle se remet à sa place. Et la diode de roue libre, parce que c'est comme ça que tu l'appelais, à quoi elle sert? Du coup, c'est pour éviter qu'il y ait du courant qui reste au niveau des normes du relais. Ouais, quand ça de la bobine. Et du coup, ça permet de le protéger, d'avoir un front net. En fait. Pourquoi? Pour éviter c'est pour protéger. Ok, je le dis autrement. J'enlève la diode, qu'est-ce qui se passe? Ça peut bagoter. Le relais. Ça peut rester collé. Non. Non. Pourquoi? Et pourquoi? Alors, en fait, vous avez peut-être déjà joué, surtout en jeu de 2i, à charger un condensateur et le court-circuiter. Qu'est-ce que ça fait? Une étincelle. Pourquoi? C'est quoi le rôle du condensateur que je vous ai dit tout à l'heure? Ça sert à lisser la tension. Sauf que vous appliquez à ces bornes une tension, et d'un coup, vous venez mettre 0 volts. C'est une modification brusque de tension. Ok, ça fait des étincelles. La bobine, on a dit que c'était quoi son travail? Lisser le courant. Donc dit autrement, s'opposer aux variations de courant. Ok, vous faites circuler un certain courant dans la bobine grâce au transistor, et d'un coup, vous fermez le transistor. C'est-à-dire que d'un coup, le courant il change. Donc la bobine, elle va avoir le même comportement. Je peux vous le dire autrement, vous connaissez la relation entre la tension et le courant dans une bobine? V égale V égale L dI sur dt. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je ferme le transistor? J'ai un fort dI, une forte variation de courant, sur un très petit dt. Donc ça tend vers l'infini. Vers moins l'infini même, pas précis. Ça tend vers 0. L'infini sur 0, ça fait l'infini. Donc vous avez une tension infinie qui apparaît. Okay.
Sauf que vous doutez bien qu'une tension infinie, ça n'existe pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que la tension aux bornes de la bobine va augmenter tellement qu'elle va atteindre la tension de claquage de l'air. Ou, dans ce cas-là, plus précisément, ça c'est plutôt pour les moteurs, mais dans ce cas-là, plus précisément, va atteindre la tension de claquage du transistor et ça va faire claquer le transistor. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on met une diode de roue libre. La diode de roue libre, en gros, considérez que vous avez du courant qui circule, du 5 volts à travers la bobine et à travers le transistor, ok, le courant il descend comme ça. En fait, la diode de roue libre va permettre de faire quoi? Quand le courant il cherche à faire ça, considérez que c'est un moulin en fait. Si on prend souvent l'analogie hydraulique, on considère que la tension c'est différence de l'altitude, que le courant c'est différence de, de force du courant d'eau. Et bien là, considérez que c'est un moulin en fait. Et donc, si vous fermez le passage qui est ici, et ben la bobine elle va forcer le courant à circuler par là. Et la diode de roue libre elle sert à ça. Okay. Elle va venir limiter la tension aux bornes de la bobine, puisque je vous ai dit elle est censée tendre vers l'infini, sauf que quand la diode va conduire, bah, la tension ça va être 0,6 volts, ce qui est largement supportable par la bobine et par le transistor qui est au-dessus. Et c'est bon, on va pouvoir faire circuler le courant. Okay. Qui plus est, avec les résistances internes et de la bobine et de la diode, le courant va en plus s'estomper au fur et à mesure. Ok. Bon, je suis rentré dans le détail, mais c'est pour voir un petit peu comment vous réagissez. D'habitude, je ne vais pas aussi loin, mais voilà, j'ai tout mon temps. Puis c'est moi qui décide. Deuxième partie, du coup, électronique numérique. L'électronique numérique, la plupart des systèmes actuels, du coup, utilisent l'électronique numérique. Donc ça vous a pas échappé. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à stocker en grande densité. Comment je fais pour stocker de l'information analogique? On en a parlé. Ouais. Si je stockais une tension analogique, quel composant je peux utiliser? Une capacité. Une capacité. Vous avez vu conversion analogique numérique déjà ou pas? Non. Non, vous n'avez pas vu ça. En fait, dans les convertisseurs analogiques numériques, il y a une partie qui s'appelle l'échantillonneur bloqueur. Okay. L'idée, c'est que je ne peux pas convertir un signal alors que celui qui est en entrée, il est en train de bouger tout le temps. Donc ce que je fais, c'est en fait, momentanément, le signal d'entrée, il va charger un condensateur, et après, je débranche le condensateur de mon circuit normal. Ce qui fait que la tension au bord de mon condensateur ne va pas bouger, et là, je peux la convertir. Okay. Et même si je reprends l'exemple que vous avez fait, hein, vous avez très bien pu charger un condensateur avec un générateur de tension à 5 volts, à 10 volts, à 7 volts 7, à 7 volts 65, peu importe. Vous pouvez stocker une tension sur un condensateur. Okay. L'inconvénient, c'est que avec une tension, vous avez une information. Si vous stockez plein d'informations, il vous faut plein de condensateurs, et ça commence à prendre de la place pour stocker l'information analogique. Okay. Donc voilà. Sinon, l'autre solution, c'est de convertir le signal électrique en un autre signal. Je me mets un petit peu à l'ancienne, mais le magnétique, avec les cassettes, les disquettes, tout ça, quoi. Les disques durs. Signaux numériques, du coup, ça peut. L'avantage par rapport à l'analogique, c'est que l'analogique, si vous voulez le traiter, il vous faut une chaîne par signal analogique. Okay. Donc une chaîne de traitement, filtrage, amplification, tout ça. Avec un processeur, vous avez juste une petite chaîne de conditionnement à avoir, et après tout le traitement, même s'il est complètement différent d'un signal à l'autre, peut être fait entièrement dans le processeur. Okay. Donc l'avantage du numérique, il est là aussi. Le filtrage, du coup, vous l'avez vu en analogique, vous ne l'avez pas encore vu en numérique, je pense que vous le verrez plus tard. Donc vous allez voir, voilà, filtrage en numérique, c'est pas très compliqué, mais en vrai, en analogique, c'était pas très compliqué non plus, quoi. Éventuellement, il faut des trucs un petit peu shadés avec des filtres de Butterworth, Silent Key, des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est pas insurmontable en analogique. Par contre, si on commence à parler de chiffrement, des algos de chiffrement, c'est un peu plus coton en numérique, et c'est carrément plus chiant à faire en analogique encore. Surtout si vous voulez de la robustesse, si vous voulez de la fiabilité, si vous voulez garantir des clés publiques ou clés privées, des choses comme ça. C'est vraiment galère en analogique. Je dis pas que c'est infaisable, hein, tout est faisable en analogique, mais je garantis pas que ça tiendra dans votre poche, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de choses qui peuvent être faites bien plus facilement, avec une bien plus petite surface en numérique qu'en analogique. Et puis, les signaux numérisés sont beaucoup plus immunes au bruit. Pourquoi? Si je prends un signal analogique, qui est mon signal utile, ici, et que je rajoute du bruit autour, quand vous allez lire une tension à ce moment-là, par exemple, à ce
cet endroit-là, ben, en fait, vous allez lire ça au lieu de lire ça. Donc, une petite erreur. Ok. Par contre, si vous le mettez en numérique, votre signal il vaut soit 0, soit 1. Si vous rajoutez du bruit autour, ben, vous savez que de toute façon, vous êtes ici, vous lisez forcément un 0, que ce soit là ou là, puisque c'est en dessous de la limite intermédiaire. Et si vous lisez ici, même si vous avez un gros delta, vous lisez un 1 quand même. Donc une fois numérisé, vous êtes immunisé, plus immunisé au bruit. Je ne dis pas entièrement parce que dans un environnement bruyant, ça peut arriver. Donc du coup, voilà, l'avantage de cette immunité au bruit, c'est que vous pouvez augmenter la portée des télécoms, vous pouvez augmenter le débit, vous pouvez être dans des environnements bruités. Et ça, c'est pas mal. Alors du coup, il y a quand même des défauts en numérique, hein, qu'on soit bien d'accord. Les défauts, c'est que tous les signaux ne peuvent pas être directement numérisés. D'accord ? On est toujours obligé de passer par du numérique. D'accord ? Même si la frontière se repousse petit à petit. Hein. Voilà, on commence à avoir des convertisseurs analogiques numériques qui commencent à monter au gigahertz avec des résolutions intéressantes. Donc ça veut dire que bientôt, peut-être, ça dépend aussi à la vitesse à laquelle les télécoms arrivent à augmenter en fréquence, mais on n'est pas loin en tout cas de pouvoir directement avoir un convertisseur numérique analogique branché sur l'antenne. Voilà. Mais pour l'instant, entre-temps, on n'y est pas. Donc il faut quand même arriver à modifier ce signal, et ça on le fait en analogique avant de pouvoir le numériser. Aussi, hein, je vous l'ai dit, l'environnement il est physique. L'environnement physique est analogique. Donc pour pouvoir récupérer une information électrique fiable, bah, la première étape, ça consiste à récupérer l'information analogique. Alors, on est bien d'accord aussi là-dessus, sur les capteurs. Vous allez avoir différents types de capteurs, on va dire. Le capteur vraiment seul, ou le système capteur. De plus en plus, ça se fait d'avoir le système capteur, c'est-à-dire une puce dans laquelle vous avez l'élément sensible, et qui vous renvoie l'information en numérique grâce à un bus de communication, SPI, I2C, des choses comme ça. Okay. Mais vous pouvez aussi avoir le capteur, et c'est vous qui faites le conditionnement, c'est vous qui faites la numérisation derrière. Voilà. Les deux systèmes existent. Voilà. Juste qu'on soit bien d'accord, quand on vous parle d'un capteur numérique, il s'agit d'un capteur analogique, dans lequel il y a la chaîne de traitement qui est déjà intégrée, et dans lequel il y a un convertisseur analogique numérique, et voire même une interface de communication qui vous est fournie. Ok. La numérisation, elle apporte des pertes. Ça, vous l'avez vu. Non, si vous avez vu... non, vous n'avez pas vu conversion analogique numérique. Donc vous le verrez. Mais ça apporte des pertes. Pourquoi ? Parce que déjà, je vais échantillonner à certains moments. Ok ? Ça veut dire que ce qui se passe entre deux échantillons, je l'ai perdu. Ensuite, j'ai un nombre limité de valeurs sur mon axe des ordonnées, okay, en amplitude. Donc ça veut dire que peut-être qu'un signal de 5V67 et 5V68, c'est traduit par la même valeur en numérique derrière. Et donc je peux perdre de l'information là-dessus. La question, c'est de savoir est-ce que cette information est intéressante ou pas. Okay. C'est comme ça que vous allez dimensionner vos convertisseurs analogiques numériques. Mais c'est encore une fois, vous verrez ça plus tard. Ok ? Et puis aussi, de toute façon, je vous ai dit, le monde qu'on mesure, il est analogique. Mais en fait, c'est pareil pour le monde sur lequel on va influer. Okay. C'est-à-dire que vous captez des informations, il faut derrière agir sur l'environnement en conséquence. Je prends par exemple ça peut être une voiture, ça peut être un automate de production. La voiture, vous allez mettre tant d'essence à injecter dans le moteur en fonction de ce que vous voulez avoir comme vitesse. Vous allez, pour un robot de production, vous déplacer à tel ou tel endroit en fonction de là où vous avez capté où se trouvait la pièce à saisir. Donc le monde sur lequel on va agir est lui aussi analogique. Voilà. Et donc, tout ça, si on prend le système, les signaux analogiques et les signaux numériques, tout ça, on va dire qu'on peut classer ça dans les systèmes embarqués. Okay. Vous pouvez avoir plusieurs points de vue. Hein. L'embarqué, c'est un domaine de l'électronique, ou alors l'électronique, c'est un domaine dans l'embarqué. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'embarqué, c'est pas que l'électronique. Hein. Vous avez dedans aussi l'informatique. Vous allez éventuellement avoir un petit peu de conception du mécanique, tout ça. Alors je dis pas que c'est la mécatronique, hein, on n'est pas encore là. Mais bref, tous les signaux qu'on a vus juste avant, en plus de parler un petit peu de la partie énergie, dont j'en ai pas parlé justement, mais la partie énergie, la partie puissance,
vous allez surtout retrouver la partie numérique directement, dans la partie base de l'image, ou la partie analogique, avec conversion analogique numérique, ou conversion numérique analogique. Ça, typiquement, c'est ce que vous allez retrouver dans beaucoup de systèmes embarqués. Ok. Alors, comment on est arrivé jusqu'au transistor, enfin du transistor jusqu'à ces processeurs-là, justement parce que, oui, pardon, là, le système numérique dont j'ai parlé, au final, ça va surtout être un processeur. Alors, processeur, au sens large du terme, ça peut être aussi FPGA. FPGA qu'on peut classer ou pas classer en processeur selon la définition. Vous le verrez, hein, pareil, ce que je vous dis, ce sont mes définitions. Je suis parfois en contradiction avec mon collègue, même si on se rejoint sur quand même pas mal de choses. Mais en fait, selon les matières, déjà je vais adapter mon vocabulaire. Donc ça se trouve, mes définitions seront contradictoires d'une matière à l'autre. C'est pas impossible. Et selon l'ingénieur avec lequel vous allez parler, les définitions peuvent également changer un petit peu. Okay. Donc c'est pour ça, voilà, vous attardez pas spécialement sur la définition mot pour mot. Essayez plus de comprendre le concept qui se trouve derrière. Donc du coup, oui, je reviens, comment on arrive au processeur à partir du transistor. Eh ben, le transistor, donc vous le connaissez, et là, effectivement, on parle de transistor en commutation, on-off, bloqué, saturé. En associant des transistors, je peux construire des portes logiques. Je ne sais pas si vous êtes descendu à ce niveau-là, en électronique numérique. Ouais. Ok. Donc du coup, voilà, j'associe des transistors, ça me permet d'avoir des portes logiques. Des portes logiques, quand je les associe, ça me permet d'avoir des éléments logiques, typiquement la bascule D. La bascule D, ça vous parle? Oui. Ça, il me semble bien. Ok. Et en associant tous ces éléments-là ensemble, je peux arriver à avoir un circuit spécialisé numérique. Ce circuit spécialisé, celui-là, je crois que c'est un multiplexeur. Voilà. Et ben, quand j'ai plusieurs circuits spécialisés comme ça, petit à petit, je les assemble et je peux créer un processeur cette fois-ci. Donc là, on a un exemple du PIC. On ira voir ce schéma un petit peu plus en détail plus tard, quand vous serez assez grand. En attendant, on va s'en tenir au schéma bloc. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est le CPU, donc le processeur à proprement parler, le Central Processing Unit, l'unité de traitement. On va avoir la mémoire programme, on va avoir la mémoire RAM, on va avoir différents périphériques, donc par exemple des timers, des communications, des PWM, des GPIO. On en reparlera de tout ça aussi en temps voulu. Et donc on arrive comme ça à avoir notre microcontrôleur. Ok. Les microcontrôleurs, on estime qu'on utilise à peu près 200 processeurs par jour par personne. Voilà. Et ça, c'est des données qui datent de quand j'ai fait les diapos, donc il y a 4 ans. Donc ça a peut-être un petit peu augmenté depuis. Voilà. Mais à voir, hein, là, processeur, dans ma souris, processeur, tablette graphique, processeur, microprocesseur, le récepteur de lui, processeur, le récepteur Bluetooth de ma souris, processeur, le clavier, il y a un processeur, ouais, il y en a partout. Pour entrer dans la salle, les cartes, processeur. Vous voyez, il y en a absolument partout. Sûrement là-dedans, il y en a un pour alimenter le vidéoproche. Donc, ne serait-ce que pour le cours, là, j'ai dû en utiliser une dizaine, au moins. Sans compter vraiment le PC à proprement parler. Donc voilà, des processeurs, il y en a absolument partout. Plus ou moins complexes, hein, qu'on soit bien d'accord. Et ça, du coup, ce sera le boulot au fur et à mesure des différentes matières que vous allez voir avec moi. Pour comprendre un petit peu c'est quoi la différence entre ces processeurs-là. Mais si je prends de manière générale, et pas forcément microcontrôleur, et à quoi ça ressemble? Un processeur, donc je reprends à peu près le même système qu'on avait tout à l'heure. Vous allez avoir le firmware qui va se trouver à l'intérieur, le firmware étant la liste des instructions. Encore une fois, j'apporterai une définition plus précise plus tard. Mais en gros, considérez que voilà, c'est le logiciel embarqué dans le processeur qui va réagir en fonction des éléments que vous allez lui mettre en entrée et des éléments que vous allez fournir depuis ce processeur. Ok? Ça vous va? Ouais. Je ne vous ai pas précisé, hein, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Voilà. On reste sur la partie culture G de toute façon. Voilà. Et du coup, système embarqué très rapidement, en fait, les systèmes embarqués, on va venir mélanger un petit peu tout plein de disciplines de l'électronique, justement pour arriver à répondre à tout ça. Donc, maths appliquée, il y a du traitement du signal. Le processeur, il va sûrement essayer d'extraire l'information utile du signal acquis, essayer de réagir en fonction des différentes entrées pour savoir comment agir sur ces sorties. Il y a la partie physique appliquée, un capteur, tout simplement, hein, c'est la physique, que ce soit de l'optique, que ce soit de l'acoustique, que ce soit plein de choses, de la chimie. L'électronique analogique, de la mécatronique, de l'informatique,
Enfin bref, voilà, il y a tout plein de choses dedans. La définition que moi je veux apporter vraiment sur le système embarqué, c'est surtout par opposition au PC par exemple. Le système embarqué répond à un besoin spécifique. Le processeur qui est là-dedans, il ne sait faire que ça. Ok. Il ne peut pas faire tourner LOL. Bon, je vais arrêter de charger un petit peu, regarde. Mais il ne peut pas faire tourner, par exemple, le programme de souris. Ici, j'ai deux éléments qui sont sensiblement proches quand même en termes de fonctionnalité, mais je ne peux pas échanger les processeurs et ça va fonctionner. Okay. L'intérêt vraiment du système embarqué, c'est qu'on répond à un besoin spécifique, un cahier des charges fermé. D'accord ? Alors avec des options d'évolutivité, ça c'est pas incompatible, mais voilà, le besoin il est vraiment spécifique. Par opposition au PC, vous achetez un PC, qu'est-ce que tu veux faire avec ? Tout. Voilà. Vous achetez un PC, vous faites ce que vous voulez, c'est papa maman qui achète le PC, ils font autre chose, c'est papy mamie qui achète le PC, ils font autre chose, bref, c'est le frangin qui achète le PC, ils font autre chose. Okay. C'est vraiment des voilà, le système embarqué très spécifique, l'ordinateur par exemple par opposition, ultra polyvalent, ultra générique. Okay. Et on en reparlera quand vous aurez le cours justement sur les processeurs de PC en deuxième année. Ok. Alors c'est quoi l'avantage de répondre à des besoins spécifiques? C'est que les microcontrôleurs, ils vont très peu consommer. Ils vont être vraiment pas chers, ils vont être relativement petits et peu gourmands en énergie. Donc l'avantage de gourmand en énergie, c'est que votre batterie dure longtemps et aussi vous n'avez pas besoin de système de refroidissement. Donc vous êtes d'autant plus compact. Okay. Et donc si je prends un système embarqué, attention, première apparition de pastilles importante. Si je prends cette diapo ce schéma-là, en gros, si je prends un système embarqué, vous voyez toutes les disciplines qui peuvent apparaître là-dedans. Il va y avoir de l'analogique, il va y avoir de la puissance, il va y avoir de la physique appliquée, il va y avoir de l'informatique. Voilà, vous avez un petit peu les idées. Là, par exemple, quand je vous parlais d'instrumentation, c'est ça que j'appelais conditionneur tout à l'heure, entre le capteur et puis votre processeur. Là, ça va être la chaîne de puissance, la partie instrumentation, qui va permettre de piloter l'actionneur en sortie. Enfin bref, voilà, vous avez un petit peu tout ça. Et si maintenant, je vous demande de ne pas me faire confiance, mais de faire confiance aux pros, on peut regarder un petit peu ce qui les intéresse dans le domaine de l'embarqué. Donc du coup, voici les différentes disciplines qui vont être utilisées dans les systèmes embarqués. Donc on va avoir des ingés logiciels non firmware. Donc ça veut pas dire le logiciel embarqué, mais le logiciel par exemple d'interface graphique. Okay. Là les firmware engineers, donc ceux qui vont vraiment développer le firmware qui va être à l'intérieur de notre produit. Les hardware, donc ceux qui vont plutôt faire le PCB. Après QA c'est qualité et A je sais plus ce que c'est. Audit. Enfin bref, des ingés de test. Et puis tout plein d'ingénieurs, notamment les ingénieurs aussi système et intégration. Okay. Parce que si je prends un système un peu plus complexe, je peux prendre par exemple l'oscilloscope. Voilà, vous n'allez pas avoir un seul ingénieur qui va travailler sur toutes les parties de l'oscilloscope, et donc il va falloir intégrer les différentes parties. Vous verrez peut-être ça en 2A par exemple pour le projet libre. Si jamais il vient en 3A en tant que projet vraiment intensif que vous allez utiliser. Souvent le projet libre en 2A il se passe bien, chacun arrive à faire ses tests unitaires, chacun de son côté ça marche. Et après quand il faut tout rassembler en un seul produit c'est rigolo. Alors, quelles sont les différentes types d'applications que vous pouvez rencontrer? Typiquement voilà, du contrôle industriel, de l'IoT, qui a beaucoup grimpé de ces dernières années, de la communication du réseau, de l'automobile, instrumentation électronique, et puis pareil, l'intelligence artificielle embarquée, qui est différente de l'intelligence artificielle classique, qui a pas mal évolué également. Si je me mets d'un point de vue logiciel développement, enfin langage de développement, on a le C qui domine largement le marché. Hein, c'est aussi pour ça que je vous demande d'être à peu près au taquet là-dessus. Le C++, vous aurez un cours l'an prochain. Le Python, en vrai, on m'a déjà demandé plusieurs fois, je vois pas l'intérêt de faire du Python à l'école, enfin de nous diversifier à l'école, sachant que le C, pour moi, c'est vraiment important. Alors que le Python, en vrai, c'est assez facile à prendre en main par soi-même. Voilà. Je dis pas que vous allez tout faire par vous-même, hein. C'est bien d'avoir des cours de temps en temps, parce que le C aussi peut s'apprendre par soi-même. Mais voilà, le Python est un peu plus facile à prendre en main de ce point de vue-là quand même. Et vous pouvez remarquer juste un petit truc quand même qui se glisse ici. Il y a quand même du langage d'assemblage. C'est pour ça qu'on en fera.
L'idée, c'est pas de faire de vous des experts d'assembleur PIC18. L'idée, c'est que vous compreniez comment fonctionne l'assembleur et comment on pourra adapter ça assez facilement. Ok. Ouais. C'est quoi comme langage, l'ADA? ADA, je sais plus. Mais c'est un vieux langage. Je sais plus si... je sais plus ce que c'est. Je peux pas te dire parce que tu vois, même le forth, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, il a parlé 2 fois. Ouais. L'UA, pareil, je sais plus ce que c'est, j'en ai entendu parler, mais ça c'est un peu plus récent par contre. Ouais, je connais pas tous les langages là-dedans. Un truc que je peux éventuellement souligner, c'est le Rust, pour ceux qui ont entendu parler. Le Rust, c'est un langage bas niveau, aussi bas niveau que le C, mais qui est appelé langage sécurisé d'un point de vue mémoire. C'est-à-dire que ça va éviter les fuites de mémoire, les problèmes de segmentation fault que vous avez peut-être eu en TP, des choses comme ça. Et pour info, depuis 91, qui est la naissance du kernel Linux, c'est le seul langage autre que le C qui a été accepté dans le noyau Linux. Bon. Pour vous donner une importance, enfin une idée de l'importance que ce langage pourrait avoir dans les années à venir. On a beaucoup d'ingés diplômés de l'ENSI qui s'intéressent de très près au Rust. On a même 1 ou 2 formateurs au niveau national. En même temps, des formateurs au niveau national, il doit y en avoir 10 en France. C'est comme ça. Donc voilà, ça c'est un langage qui monte par contre. Donc voilà, si j'avais à vous faire enseigner un deuxième langage, pourquoi pas le Rust. Mais bon. Le Rust, pareil, à partir du moment où vous comprenez très bien le C, le Rust, vous allez vite le comprendre aussi. C'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas pratiqué. Il va falloir que je m'y mette. Ok. En termes de board, vous connaissez sûrement Raspberry Pi. Ouais. Voilà, vous connaissez sûrement Arduino. Ouais. Et puis après, il y a plein d'autres boards. BeagleBone, je ne sais pas si ça vous parle. Ok, ben c'est un genre de Raspberry Pi. C'est ce qu'on utilisera en 3e année. On va développer une distribution Linux qui ira sur cette carte-là. Mais ça sera en 3e année. PCI Express, voilà. Bref. Je vais pas plus loin que ça. Juste pour vous dire que voilà, il y a différents types de processeurs qui peuvent être utilisés. Raspberry Pi d'ailleurs on verra, mais c'est pas microcontrôleur, c'est pas non plus un processeur de PC, c'est ce qu'on appelle un processeur applicatif. D'accord. En gros, c'est l'équivalent des processeurs que vous avez sur vos téléphones. Voilà. Et ça, du coup, c'est un autre type de processeur encore, parce qu'on ne peut pas faire tourner un Windows ou un Linux dessus. Par contre, on peut ça ne tourne pas qu'avec un simple firmware, donc c'est un logiciel intermédiaire, un système d'exploitation quand même relativement léger, iOS, Android et compagnie. Ouais, oui, parce que... trafiqué, Windows, mais... Ouais, c'est ça. En fait, Windows, ils avaient fait à une époque, je sais pas si d'ailleurs c'est toujours le cas, mais ils avaient fait, ils avaient rendu leur OS compatible justement toute plateforme. Ils avaient essayé de faire un OS générique, et ça n'avait pas très bien marché. Après, de base, Windows, ça marche pas très bien. Ça, je vous en reparlerai plus tard. Là, vous allez vite comprendre, là, je balance des pics un petit peu tout le temps. Ok, et du coup, voilà, juste pour repréciser, recentrer un petit peu. Voilà, là, on a vu l'histoire. On a vu que les systèmes actuels, il y a tout plein de parties. Et nous, ce qu'on va vraiment étudier là-dedans, c'est la partie vraiment plutôt processeur et firmware pour les 15 heures de cours et puis les 34 heures de TP qui nous restent. Okay. Tout le reste, c'est des choses que vous allez voir de plus ou moins loin avec d'autres enseignants, par exemple capteurs, instrumentation, bus de communication. Peut-être qu'on fera un cours là-dessus. Je suis en train de monter. Télécom, vous allez voir ça avec d'autres personnes. Antenne, vous allez voir ça avec d'autres personnes. Conversion d'énergie, vous allez voir ça avec d'autres personnes. Bref, tout ça, ça vous permet de voir un petit peu tout ce qui est la partie vraiment système embarqué. Mais du coup, là, en mettant plus l'accent sur système. Ok. Question? Ok. On s'arrête là.